Donc on passe à la 6e communication qui va être présentée par Dr El Haddadi et qui va nous parler de la vaccination contre la Covid-19 chez la population pédiatrique, entre hésitation et acceptabilité parentale à propos de 160 cas. À vous la parole. Donc, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter les résultats de notre travail intitulé La vaccination contre la Covid-19 chez la population pédiatrique, entre l'hésitation et l'acceptabilité parentale à propos de 160 cas. Donc pour l'infection à Covid-19 chez la population pédiatrique est une infection qui est souvent bénigne, avec des formes asymptomatiques, voire post-symptomatiques, et des formes graves qui sont rares. Alors pourquoi vacciner les enfants? C'est pour contrôler la circulation virale, vu que les enfants ont un rôle important dans la transmission du virus, pour assurer une immunité collective et pour diminuer les complications graves, voire le PIMS. Le but de ce travail est de mieux comprendre les facteurs associés à l'acceptation, l'hésitation ou au refus du vaccin contre la Covid-19 chez la population pédiatrique. Donc, on a réalisé une étude qui est prospective, réalisée au niveau du service de pédiatrie et des urgences pédiatriques du CHU Mohamed VI d'Oujda, sur une période étalée sur 7 mois, durant laquelle on a regroupé un échantillon de 160 parents à l'aide d'un entretien direct. Donc pour les résultats, on a noté que les parents des enfants âgés de 12 à 14 ans étaient les plus hésitants au début à faire vacciner leurs enfants que ceux d'adolescents de 15 à 17 ans. La réticence à faire vacciner les enfants était plus forte chez les pères que chez les mères. Les parents avec un niveau socio-économique bas présentant 75% et non instruits présentant 32% avaient plus l'intention de faire vacciner les enfants que les autres parents. La majorité des parents, soit 72%, ont indiqué qu'ils étaient plus disposés à accepter le vaccin contre la Covid-19 pour eux-mêmes que pour leurs enfants et adolescents. Donc, arrivons aux raisons d'hésitation à se faire vacciner. Les effets secondaires du vaccin contre la Covid-19 viennent en premier lieu avec 42% des cas, la croyance du faible risque d'infection chez les enfants dans 30% des cas, les effets secondaires des vaccins en général dans 18% des cas et la nouveauté du vaccin dans 10% des cas. Donc, l'obligation des activités scolaires était le facteur le plus motivant de la vaccination, avec un pourcentage de 71%. La protection de leurs enfants souffrant de comorbidité dans 11% des cas, la gratuité du vaccin dans 10% des cas et la volonté d'assurer une immunité collective dans 8% des cas. La plupart des parents ont préféré avoir un avis d'un médecin avant de faire vacciner leur enfant dans 62% des cas, suivi de la recherche sur Internet dans 28% des cas. Donc, pour la discussion, ce document comporte plusieurs études qui se concentraient sur les pays du groupe des 5, Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis. 51 études ont été ciblées et qui évaluaient l'acceptation par les parents ou les tuteurs du vaccin contre la Covid-19 pour les enfants et les adolescents. Donc, on avait 14 études canadiennes, 3 études australiennes, la Nouvelle-Zélande avec 2 études, le Royaume-Uni avec 4 études et les États-Unis avec 28 études. La plupart des études canadiennes ont montré que l'intention des parents de vacciner les enfants et les adolescents n'a cessé d'augmenter depuis l'approbation des vaccins pour les enfants et les adolescents. Des tendances similaires ont été observées en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Les parents d'enfants plus jeunes, de 1 à 11 ans, étaient les plus hésitants à faire vacciner leurs enfants que ceux d'adolescents de 12 à 17 ans. Les parents qui étaient vaccinés ou avaient l'intention de se faire vacciner étaient plus susceptibles d'avoir l'intention de faire vacciner leurs enfants et adolescents. Les inquiétudes concernant les effets secondaires des vaccins, les effets à long terme, ont été signalés comme des obstacles à l'intention de vacciner les enfants. Une autre raison fréquente d'hésitation à se faire vacciner était la croyance que le risque de contamination chez les enfants et les adolescents est faible et qu'ils ne tomberaient pas gravement malades à cause de la Covid-19. À la lumière de nos résultats, on peut conclure que le fait d'engager un dialogue transparent et un engagement communautaire, de co-concevoir des stratégies avec les citoyens, les personnels de la santé et de travailler avec des influenceurs de confiance sont autant de stratégies susceptibles d'améliorer l'adhésion et l'acceptabilité de la vaccination en général. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci d'avoir respecté le temps.
Donc on passe à l'audience si vous avez des questions à poser. Pour la présentation concernant les dysphagies, merci pour la qualité de la présentation. Juste, j'ai une remarque concernant la dernière diapo. Il y a de la conclusion. On est entre pédiatres, il fallait mettre une maman qui allaite, qui est dans le sein, mieux que de montrer une maman qui est dans le biberon. Voilà. Et pour la dysphagie, vous l'avez très bien dit, c'est un signe qui est très difficile à relater. Donc, il faut faire attention, surtout chez le tout petit. C'est la tendance vers une alimentation liquide, semi-liquide, donc, et des vomissements. Par contre, chez le grand enfant, donc, elle rapporte le blocage alimentaire. Et j'ai une question par rapport à la dilatation que vous faites. Après combien de séances vous concluez à un échec et vous passez à la chirurgie? Merci, professeur. Donc, concernant les séances de dilatation, en général, dans notre service, on a recours à 4 jusqu'à 6 séances de dilatation avant de parler d'un échec thérapeutique et discussion du traitement chirurgical. Mais c'est dans la moyenne. Parfois, on peut avoir plus de séances, c'est cas par cas. Donc, parfois, lorsqu'il s'agit de sténose congénitale difficile à dilater, avec un résultat non satisfaisant après les dilatations, on a un recours plus rapide à la chirurgie. Lorsqu'on a des sténoses peptiques diagnostiquées à temps, avec un degré de sténose qui peut être géré par les dilatations, parfois c'est 2 à 4 séances. Parfois, il y a des patients qui présentent des complications juste après 3 à 4 séances de dilatation avec des perforations, parfois des hémorragies digestives. Dans ce cas, on est limité pour le choix du traitement. Oui, parfois c'est 2-3 mois, donc c'est cas par cas. Donc, j'ai posé la question par rapport au délai entre les séances, parce que c'est très important. La moyenne, c'est 3 semaines. Donc, c'est 2 à 4 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Mais avec le nombre important des patients, c'est vrai, donc on essaie de le tarder. Oui, mais on est limité dans le service par le nombre de patients. On a une unité de fibroscopie qui gère toute la région du Sud. Donc, il y a un flux qui est très intéressant. Donc, et puis, on a limité par le nombre de patients. Et pour l'étude, on n'a pas vraiment eu de données claires sur la dilatation parce qu'il y avait des patients qui se sont perdus de vue. Il y avait des dossiers qui sont mal établis. Donc, sur ce point-là, donc, on n'a pas vraiment un chiffre bien exact concernant les détails concernant la dilatation. D'accord. Je crois que Mme Dressé a un mot à dire parce qu'elle a publié une série très importante. Non, pas plus que vous avez dit. Juste pour dire à la fin que les 10 cas de dernier Attal que vous avez, c'était par le biais de l'œsophagite peptique aussi. Donc ça rejoint un peu les œsophagites peptiques. Moi j'ai une question à propos des convulsions fébriles. Qui a présenté les convulsions fébriles? C'est toi. Alors on était étonnés par le chiffre de la PL que vous faites. Vous faites une PL pour tout le monde, à tous âges, et puis les antibiotiques à tout le monde. Il n'y a pas d'infection virale parmi les convulsions fébriles. Et puis l'imagerie. Je vous remercie, professeur, pour votre remarque. Ben oui, effectivement, lorsqu'on a comparé les conduites aux données de la littérature, c'était effectivement, normalement, ce n'est pas recommandé. Selon l'Association américaine de pédiatrie, l'APL, normalement, c'est cas par cas. Mais parfois, lorsqu'on se demandait les raisons pour faire par excès ces examens, que ce soit pour l'APL, que ce soit pour l'imagerie, c'était par risque de passer à côté d'une méningite bactérienne ou lorsqu'il y a un contexte de traumatisme où les mamans nous dirigent pas vraiment lors de l'interrogatoire. Donc j'avais en fait la même remarque par rapport à votre présentation sur les convulsions fébriles. Donc j'étais étonnée que l'antibiothérapie était démarrée chez tout le monde, parce que finalement la convulsion fébrile, ça peut être parfois juste en rapport avec l'hyperthermie. Donc pourquoi démarrer une antibiothérapie quand même qui reste, on va dire, qui va altérer le microbiote intestinal? C'est une bombe quand même pour les nourrissons, surtout si on est devant une origine virale. Donc je crois qu'il faut peut-être... Sur les 2 ans. Et même pour la PL, 100% de PL pour les convulsions fébriles, c'est une convulsion fébrile avec un examen neurologique parfait, simple, premier épisode, donc un examen neurologique, la PL, actuellement même pour le nouveau-né, et en cas même de fièvre,
l'APL n'est faite que si l'examen neurologique n'est pas satisfaisant. Voilà. Donc on revient sur les PL systématiques. Professeur oui, c'est une question qui est très importante, qui a été longuement débattue lors du dernier congrès de la SOMIPEV, au cours de la présentation du professeur Boros, donc votre chef. C'est vrai, il y a des recommandations américaines et européennes. Je crois que ça a été beaucoup contesté dans notre contexte. Là, on parle entre nous, quand on parle entre pédiatres avertis, expérimentés, on peut faire la part des choses. Mais donc la majorité des situations, c'est des jeunes qui font de la garde. Donc il faut garder quand même les règles d'or, une fièvre fébrile chez le tout petit. Parce que le risque de passer à côté d'une méningite, c'est vrai, c'est rare, mais quand même, de passer à côté d'une seule méningite, c'est grave. Donc c'est une discussion qu'il faut mettre dans notre contexte, avec qui assure cette garde. Et c'est vrai, on ne peut pas adopter les recommandations américaines comme ça, où peut-être les urgences sont seniorisées à 100%, il y a de la responsabilité, etc. Donc il faut prendre les messages avec beaucoup de précaution. Oui. C'est pour cela qu'on a insisté en fin de notre étude sur des recommandations qu'il faut vraiment, on essaie de sensibiliser les gens durant la garde parce que, comme a dit le professeur, généralement, selon les recommandations, ça reste discuté. Il ne faut pas faire systématiquement de PL, c'est optionnel, c'est cas par cas. C'est quand il y a un antécédent, selon les recommandations américaines de pédiatrie, notion de traumatisme, notion d'un déficit neurologique post-critique, il faut vraiment faire un examen clinique et un interrogatoire surtout bel et bien détaillé et pas sur le point opter sur la PL parce que c'est un geste qui est invasif. De toute manière, ça doit être critiqué parce que le fait de dire 100%, c'est énorme. Alors 70% de convulsions qui étaient simples, à la rigueur, lorsqu'il s'agit de convulsions qui sont compliquées, donc à la rigueur, on doute, on s'attend à avoir un taux de PL qui sont faits d'une manière systématique. Mais pour que ça sorte 100%, non, c'est 100% de PL, alors que 70% c'était des convulsions fébriles simples, ça veut dire c'est courte, rapidement ils reprennent la conscience, un examen neurologique qui est normal. Maintenant, on a aussi donc beaucoup d'autres examens complémentaires qu'on peut demander, notamment la procalcitonine pour faire la part entre ce qui est bactérien et viral. D'accord? Donc il fallait s'autocritiquer. Oui. Tu es sorti avec des recommandations, mais il fallait s'autocritiquer. Professeur, juste un petit rajout. Avant, c'est vrai qu'on avait cette hantise de passer à côté d'une méningite parmi 100 convulsions fébriles, mais maintenant, le taux de méningite en globalité a diminué nettement avec la vaccination, hémophilus, pneumocoque, etc. On n'a plus cette hantise comme avant. Apparemment que juste, j'ai pas détaillé sur la présentation. Parce que l'APL, je n'ai pas détaillé les patients chez lesquels on a fait l'APL. C'était 100% pour les patients qui ayant présenté des crises convulsives fébriles complexes. C'est pas pour les... Oui, c'est bon. C'est juste faute de temps, apparemment, je me suis mal prononcée. Ce n'est pas pour tous les malades avec des crises convulsives simples. Ah. Alors, ma question par rapport à l'étude d'acceptabilité de la vaccination. Alors, finalement, ces enfants ont été vaccinés ou non? Donc, est-ce que c'était juste une étude d'acceptabilité des parents? Donc, on n'a pas une idée. Est-ce que ces enfants ont été finalement vaccinés? Est-ce qu'ils ont reçu combien de doses? Oui, pour l'étude, tous nos malades ont été vaccinés. Parce que en fait, pour les parents, c'est pour les critères d'inclusion des parents, c'est des parents qui ont des enfants de plus de 12 ans. Donc c'est l'âge de vaccination. Donc tous les patients sont vaccinés. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez essayé d'analyser un petit peu l'impact des fausses informations, les fake news sur l'acceptabilité de la vaccination, ou bien c'est juste de rapporter qu'il y a des effets indésirables? En fait, pour les parents, le plus important, c'est que les enfants frontent l'école et faire les activités parascolaires. Donc, même s'il y a des rumeurs et des fake news et tout ça, ils sont tous vaccinés.
Très bien, merci pour ces remarques pertinentes.